J'étais là, ah non, ah non, non, ah non, ah non, ah je peux pas moi, non. C'est mon 50 questions, je vais répondre à 50 questions du tac au tac. 50 questions, c'est quoi? C'est 10 questionnaires, 5 questions par questionnaire et 10 questionnaires surtout très différents. Let's go! On commence par mon questionnaire spécial Aja. Oula, il y en a eu tellement. Alors l'invité que j'ai préféré recevoir sur Aja, pas recevoir, mais c'est que j'ai kiffé le plateau parce que je le suivais à l'époque dans Secret Story, il avait disparu complètement des horizons, c'est la Josiane, alias Thomas Vitiello. Voilà, c'était incroyable pour moi de recevoir la Josiane après toutes ces années, des années après son Secret Story, après son évolution, après son changement de look. J'ai trouvé son recul, son œil sur l'industrie hyper intéressant et je sais qu'il développe son drag. En ce moment, j'aimerais beaucoup le recevoir en drag queen. J'ai beaucoup apprécié aussi le Aja avec Raph et Polska parce que, en fait, ces ingrédients différents dans le plateau avec les chroniqueurs ont créé une salade avec une saveur que je ne connaissais pas. C'était particulier, c'était inattendu. Il y a eu des interactions entre eux qui étaient très particulières. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais beaucoup rigolé. Alors, c'est difficile de me demander si je préfère le débat, l'écriture, les dossiers sur Aja. La phase d'écriture, c'est une phase qui est pas palpitante, mais qui est stressante pour moi parce que je veux donner le meilleur, mais le meilleur. Je me donne à fond pour pouvoir vous sortir une émission qui, pas forcément vous plaire, parce que ça peut nous plaire, pas vous plaire, ça c'est du jugement de valeur, mais en tout cas, qui ne rende pas indifférent, qui soit impactante et qui soit juste. Mais le moment que je préfère vraiment, c'est la phase de tournage. C'est un moment d'excitation, c'est un moment d'exaltation. C'est un moment, quand je suis sur Aja, j'ai beau avoir des problèmes, j'ai beau avoir pleuré 15 minutes avant, j'oublie tout sur ce moment-là. C'est 2 heures pendant lesquelles j'oublie tout. Et ça, c'est génial. Oh, le Aja que j'ai préféré, alors de cette saison, hein, on est d'accord, hein. De cette saison, je dirais au moment où je tourne cette vidéo, la première fois que Varoécos, le blogueur Varoécos, que j'embrasse, coucou Valentin si tu regardes cette vidéo, je t'aime beaucoup, quand il est venu nous voir, et la première fois c'était quand on avait le dossier qui n'était pas évident, c'était très stressant avant de commencer le live de cette émission, on avait le dossier où il y avait, rappelez-vous, de l'actualité, les vidéos d'Ilona qui étaient sorties, les déclarations qu'elle avait faites, les révélations qu'elle avait faites sur sa relation avec Julien Bert. C'était un Aja particulier, c'était une découverte aussi de Varoécos. En vrai, et c'était une expérience assez particulière, mais j'ai beaucoup aimé les débats et ce qu'il en était ressorti. On avait en plus reçu Léna de l'association Nous Toutes et j'avais trouvé que son discours apportait beaucoup au débat. Le plus dur sur Aja, mais tout est compliqué, je trouve, sur Aja dans la préparation. Après, tout dépend si la question, si c'est la préparation ou si c'est quand on est dessus. Alors, quand je suis en live, ce qui va être le plus difficile pour moi, c'est le temps. Voilà, gérer le timing parce que j'ai 2 heures, je dépasse souvent. Derrière, on peut me dire oui, après ça fait des problèmes, etc. Et c'est vrai, je ne suis pas seul, il y a des gens qui ont envie de rentrer chez eux, il y a des gens qui ont des impératifs, il y a des gens qui ont des enfants, qui travaillent dans la team et je me mets à leur place, je le comprends totalement. Et il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, enfin beaucoup, tout est relatif, mais qui me disent oui, quand même, tu pourrais, c'est pas grave, tu dépasses un quart d'heure, une demi-heure. Mais oui, mais vous n'êtes pas ces gens-là et moi je me soucie de ces gens-là et il y a un timing et le timing il faut le tenir et comme je le dis souvent, je suis le maître des horloges donc je dirais que c'est le temps. Mon goal d'invité sur Aja, goal ultime, un rêve ultime non pas parce que je suis fan mais parce que je trouverais ça ouf de la recevoir sur Aja pour parler de la télé-réalité française. Kylie Jenner, Kim Kardashian et pourquoi pas Magali Berda pour parler placement. On passe tout de suite au questionnaire spécial interview. Oh, bah, l'interview que j'ai faite la plus touchante et la plus difficile aussi pour moi à faire, c'est l'interview avec Scheherazade. Scheherazade, rappelez-vous, c'est la maman qui a perdu son fils de 3 ou 4 ans dans l'ascenseur du centre commercial d'Argenteuil. Et ce jour-là, en fait, je sais pas, je prends beaucoup sur moi, je me retiens beaucoup. Et ce jour-là, bah, j'ai craqué avec Scheherazade. Pardon, excuse-moi. Non. Je suis désolé. Attends, pardon.
Je vais pas pleurer avec toi quand même. Je suis désolée. Je suis pas là pour pleurer, moi. C'est pas facile, c'est... Pardon. Non, non. T'excuses pas. On va se partager les mouchoirs. Oui, on va même en prendre d'autres. Je suis désolé, parce que je suis pas là pour pleurer. Attends, excuse-moi. Désolée. Voilà, je ne pouvais pas continuer l'interview, j'ai été obligé de me lever, j'étais obligé de me boucher, j'avais tout qui collait, j'ai pris le truc de sopalin, voilà. C'était très 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 dur, je suffoquais de larmes, quoi. Dylan Thierry, l'interview la plus problématique, je me suis fait déglinguer quand je l'ai sortie. Je le savais, hein, je le savais que j'allais me faire déglinguer en la sortant. J'ai travaillé plus de 16 heures dessus. C'était important pour moi que je sois incollable sur ces sujets parce que connaissant un petit peu le personnage, je savais que je pouvais être enfumé très rapidement. Il était hors de question que je me laisse enfumer très rapidement. Et pour le coup, je me suis inspiré un petit peu d'une journaliste que j'admire, qui est Élise Lucet, pour pouvoir aller au front dans cette interview. Et j'ai envie de dire que l'actualité m'a montré quelques jours après, malgré le fait que je me sois fait défoncer dans les commentaires, que j'avais raison d'adopter cette position-là. Ah bah c'est pas une interview, mais je m'en lasserai jamais de cette séquence. C'est dans le fameux Aja où on était en plateau avec Jinda, Anissa et Sabrina et je faisais une actu libre sur les pousseurs du métro et énorme fou rire qui pour moi restera gravé dans les annales. C'était très dur pour nous tous de continuer de tourner. J'ai sorti une phrase comme ça en disant voilà, si vous tombez et que le métro arrive, et voilà, j'ai expliqué, je voulais faire la prévention, et je disais par contre là maintenant si vous restez machin, là c'est fini pour vous. Si vous êtes tombé, surtout faites très attention, n'essayez pas de courir de l'autre côté de la rame parce que vous risquez de marcher sur une alimentation en continu à 750 volts. Donc autant vous dire que là c'est fini pour vous. Et si... Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est fini pour vous. Bah oui. Ah, j'avoue. Arrête Mathias. Faut pas rigoler, la purée. Attends, s'il Oui, vous plaît. c'est bon, C'est trop sérieux. Je vais y aller. Et si malheureusement... Et là, on s'est tous mis à exploser de rire parce que c'était sorti comme ça. Et voilà, j'en garde un super méga souvenir. Je garde un très bon souvenir de cette période-là. Alors, de façon générale, pour moi, les interviews les plus difficiles à faire, c'est les interviews de témoignages, les interviews justice. J'appelle ça les interviews justice et d'ailleurs, je crois que je vais nommer le format justice parce que ce sont des personnes qui souhaitent rendre justice parce qu'elles ont traversé des injustices, parce qu'elles ne sont pas entendues, parce que leurs voix parce que leurs voix ne portent pas, parce que leurs voix ne sont pas écoutées. C'est souvent des personnes qui ont connu des tragédies, qui ont perdu des êtres chers et voilà, et ça n'arrive pas à avancer au niveau juridique et c'est les interviews les plus difficiles pour moi parce qu'il faut bien les préparer, il faut les accompagner, il faut accompagner leurs paroles dans le témoignage et c'est dur émotionnellement aussi et il faut être fort. Bah, je vais vous donner un exemple d'interview que j'ai pu faire et que j'ai pas trop aimé. Bah, par exemple, voilà, cet exercice-là, oui, désolé, c'est le jargon professionnel, j'appelle ça un exercice. Cet exercice-là d'interview de questions-réponses comme ça, type 50 questions, ça m'est arrivé de le faire à un influenceur que j'aime beaucoup parce qu'il s'est grave bien développé, je trouve, dans le milieu de la mode. Il a globe de fou, il va à toutes les Fashion Week, bref, son rêve, en fait, il a réussi à mettre en pratique son goal. Et rien que pour ça, je dis chapeau, c'est Litan Kotaz. Mais un invité comme Litan Kotaz, c'est quelqu'un qui, pour venir parler par exemple de son livre, de son actualité, de pourquoi il a quitté YouTube, il le partagera avec de la générosité. Par contre, ce type de challenge, ça va être plus compliqué parce que ça va être des profils d'invités qui vont pas vouloir froisser, faire attention, etc. Et ce que je peux pleinement comprendre parce que j'ai un côté aussi comme ça. Et voilà. On enchaîne avec le questionnaire célébrité. Voilà ce que j'en pense. Caroline Receveur, j'en pense pas grand-chose parce que je trouve que on n'entend pas trop parler d'elle, en fait, si on la suit pas, et je ne la suis pas. Oh, je suis fan de Élise Lucet.
Je sais que certaines de ses méthodes sont très critiquées, mais anyway, elle fait du journalisme. Je suis fan de son jusqu'au boutisme, sa perspicacité. Elle va au front, même quand les sujets, surtout quand les sujets ne la concernent pas, mais elle le fait dans le cadre de son métier. Et peu importe le sujet, elle ira jusqu'au bout, comme disait David Charvet. J'en pense pas grand-chose. À la rigueur, alors, humainement parlant, je ne la connais pas, donc je n'en pense pas grand-chose, mis à part que quand c'est hors coup de gueule, placement de produits, etc., ou polémique ou drama, j'ai la sensation que c'est une nana très sympa qui pourrait, je pense que je pourrais très bien m'entendre avec elle dans la vie privée, mais hors ce métier, hors tout ça, quoi. Et dans le cadre par rapport à son image médiatique, par rapport aux choix qu'elle peut faire, par rapport à ce qu'elle peut dire parfois sur ses réseaux, par rapport à des placements qu'elle a pu faire, par rapport à certaines choses qu'elle montre, j'adhère pas du tout. Voilà. Je pense que Cyril Hanouna a réussi à créer une machine de guerre avec TPMP. Il a passé des années difficiles avant que ça cartonne, avant que ça marche. Il n'a jamais rien lâché et ça, c'est extraordinaire. J'aime les personnalités comme ça. Par contre, cependant, je trouve que l'émission, elle manque de lignes éditoriales sérieuses. Parfois, l'émission, elle manque d'écoute. Je me mets à la place de certains chroniqueurs. Je suis gêné parfois pour eux de la façon dont on peut les faire taire, de la façon dont voilà, on leur dit c'est bon, allez, c'est bon, t'arrêtes de parler maintenant. Je pense que le succès en fait fait que Cyril Hanouna a perdu peut-être un petit peu cette simplicité dans l'animation qu'il avait avant. Allez, on enchaîne avec le questionnaire tu préfères. Zéro ami ou pas de mec à vie? Zéro ami. Ah, je sais pas. Pause, parce que je mettrais bien une pause le dimanche, voilà, pour pouvoir continuer de me reposer, continuer d'avoir du temps pour moi. En vrai, je rêve d'avoir une année sabbatique. C'est mon rêve. Peindre, partir à l'étranger, faire un voyage tout seul, ce serait vraiment mon rêve. C'est terrible, mais je ne sais pas. Là, comme ça, je préfère tromper. Ah! Ah, je préfère devenir la pop star la plus connue du monde. Les placements d'EP, les placements déplacés, les placements d'EP, les placements déplacés. Avec moi. Ah, je préfère voir Aja sur TF1. Ah oui, grave. J'adore, moi, le groupe TF1. Je les trouve propres, je trouve qu'ils font du contenu divertissant. Parfois, il manque un petit peu de véracité, de vrai, de vie, en fait. Mais de façon globale, de façon générale, j'adore la façon dont ils mettent en avant le divertissement. Voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup. On passe tout de suite au thème sexualité. Ah, moi, je préfère faire l'amour dans la pénombre. Alors, pas dans le noir, hein. Ah, j'aime voir quand même ce que je... Voilà. Mais j'aime faire l'amour dans... Il faut qu'on voit un peu, il faut que ce soit sensuel, mais pleine lumière, non merci. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que j'ai rien fait parce que ça fait... Voilà, on fait chambre à part depuis un petit moment. Voilà, grosse dispute dans le couple depuis un petit moment maintenant. Ça dure. Hein. Donc voilà, j'ai rien fait. Rien. Et mais sinon, habituellement, la fréquence, on va dire, c'est une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 10 jours. Parfois, c'est 2 fois par semaine. Alors, en vrai, ça dépend de mon stress, ça dépend de mon degré de joie, ça dépend de plein de choses. J'ai fait ma première fois à l'âge de 13 ans. Ah, mais je sais pas. Je crois que... Alors, ma position préférée, mais peut-être parce que... C'est pas que c'est ma position préférée, mais c'est parce que je m'y suis habitué. C'est la cuillère. Emboîtée comme ça sur le côté. Comme des petits louveteaux.
Alors, je suis tellement pas original, moi, pour ce genre de truc, j'ai hyper peur. Donc, je dirais, franchement, mais une fois dans un jacuzzi, mais c'est hyper désagréable. Et une fois sur la banquette arrière d'une bagnole sur un terrain vague. Voilà. On passe tout de suite au questionnaire spécial YouTube. Aïe, 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 c'est dur. C'est comme si vous me demandiez de choisir entre mes différents enfants, que je n'ai pas. Ça dépend des périodes. J'ai envie de dire Aja pour le côté équipe. J'adore les 24 heures, j'adore l'immersion, j'adore sortir de mon studio aussi. Oh, YouTube, les formats longs, moi c'est ça qui me plaît le plus. Pouvoir mettre en pratique toute ma créativité qui est à portée de main, comme je veux le faire, de la façon dont je veux le faire, avec les personnes avec qui je veux le faire, seul, accompagné. Ça peut durer même 6 heures en vrai si je veux. C'est incroyable ce que me permet de faire YouTube aujourd'hui. Il y a des défauts, on en a déjà parlé, mais je serai toujours reconnaissant envers cette plateforme. Mais je ne suis pas les youtubeurs et les youtubeuses. Je suis sur YouTube, mais je ne les regarde pas. Les youtubeurs et les youtubeuses. Je les regarde dans le cadre de mon travail, quoi, quand je dois préparer une interview, mais pas par plaisir. J'aurais tendance à dire comme ça que je pense que j'aime bien le contenu de Gaël Garcia Diaz, pour son côté fun, décalé, tout feu tout flamme, qui va droit au but. Ah, et j'aime bien le contenu d'Océane. Je trouve que son parcours, il est incroyable. Elle a fait les anges. Je me souviens de l'interview que j'avais faite avec elle. Elle me disait, mon rêve, c'est de devenir animatrice, mais elle ne savait pas comment. Mais elle était déterminée. Dans ma tête, je me disais, mais il y en a plein qui ont dit ça. Et c'est vrai que je les ai vus après, par la suite, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs envies. Et elle l'a fait. Et elle est devenue influente. Elle fait des vidéos à succès, ça cartonne, elle est créative. J'ai l'impression de regarder la télé, quoi. Je ne comprends même pas pourquoi elle n'est pas en télé, Océane, pourquoi elle n'a pas sa propre émission. Je suis admiratif de cette nana. YouTube, je pense qu'il va évoluer sur des formats courts. J'espère qu'on ne perdra jamais de vue le format long. J'espère qu'on n'arrivera jamais à une période où on ne consommera que des formats en vertical parce que c'est sympa, ok, mais il n'y a rien de mieux que le 16:9, quoi. Il n'y a rien de mieux quand même que d'avoir une immersion dans une image qui te permet de voir ce qui se passe à gauche, à droite, d'avoir du décor. Voilà. YouTube, il y a plus de parts de gâteau à se partager sur YouTube entre créateurs parce qu'il y a forcément de plus en plus de créateurs et créatrices de contenu qui sont venus sur la plateforme ces dernières années. Le YouTube que j'ai connu dans les premières années en 2015, 2016, 2017 n'est pas le YouTube des années 2022, 2023. Après, YouTube fait tout pour se diversifier et en tant que créateur de contenu, il faut se diversifier avec la plateforme et avec les autres aussi. On passe tout de suite au questionnaire spécial secret de vie. Non, je suis pas. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Ça m'est arrivé, comme tout le monde, d'avoir des pensées. Comment j'appelle ça? Tu sais, c'est des pensées que tu maîtrises pas, qui te viennent, tu te dis, tiens, et si? Et si? Et quand tu vois le vide, tu te dis, oh, t'imagines? Je sais pas si ça vous le fait parfois, mais ça me fait froid dans le dos. Et rien que d'y penser, ça me fait encore plus froid dans le dos. Mais non, franchement, non. Oui, j'ai déjà testé quand j'étais plus jeune, j'en ai parlé pour ceux qui ont lu mon livre qui s'appelle « Pour devenir qui je suis », je pense que vous l'avez compris. C'est une période où je me cherchais, jeune, 17 ans, et mon premier copain avec qui j'ai été est mort d'une overdose. Et je suivais un petit peu dans tout ça, mais pas du tout au même rythme. J'étais jeune, j'étais con. Et ça m'a mis une grosse claque quand il est décédé de la prise de ces substances. C'est clairement dû à la prise d'une substance qu'il en est mort, là, sur le coup, en boîte de nuit. J'étais pas là. Et ça m'a traumatisé. Et en fait, je me suis dit que c'est pas un jeu et qu'on peut en mourir du jour au lendemain. Ou alors rester paralysé, avoir un problème au cerveau. C'est très très grave. C'est pour ça que je fais beaucoup de prévention aujourd'hui. Je n'ai jamais fait de vidéo intime, j'ai trop peur. Alors après, est-ce que je me suis déjà filmé? Oui, avec mon copain actuel, on a mis le téléphone une fois
c'était un délire, voilà, faut pas le faire. J'avais dit allez, machin, et j'avais dit comme ça, on regarde après. Et on a regardé, et je pouvais pas me voir, c'est pas possible. J'étais là, ah non, ah non, non, ah non, ah non, ah je peux pas moi, non. J'ai vite supprimé. Oui, j'ai été arrêté une seule fois par la police. Bah, c'était mes années boîte de nuit quand je sortais à 17-18 ans ou 16 ans. Vers 17 ans, je sortais avec ma meilleure amie. Et j'adorais, je la coiffais. C'est moi qui lui faisais les boucles. Alors, je lui faisais des boucles, mais laisse tomber, elle ressemblait à Jackie Kennedy. C'était terrible, je la maquillais. Je lui faisais des smokey eyes jusque-là, bleu, électrique. Je lui mettais du rouge à lèvres rouge. Je lui cousais, c'est moi qui lui fabriquais ses jupes qui étaient ras la fouf. En fait, j'étais tellement fan de Britney Spears, des pop stars de l'époque, que je voulais... C'était un peu ma petite poupée. Donc, je la pimpais comme jamais. Elle ressemblait franchement... voilà. Et on était sur le bord de la route. Et là, il y a une bagnole qui s'arrête et qui nous montre sa plaque. Il nous dit « Police !» Et ils pensaient... Et en fait, elle me donnait un truc... Elle me demandait de lui donner son rouge à lèvres qui était dans mon sac. Et le mec a cru que c'était une prostituée, que j'étais son proxénète et qu'on faisait un échange d'argent. Voilà, je lui dis « Mais ça va pas !» c'est ma meilleure amie, quoi. Voilà. Il dit, bah oui, mais la façon dont elle est habillée, on peut se poser des questions. Et là, quoi? Mais vous êtes en train de dire qu'elle ressemble à une pute? Voilà. Oui, elle ressemble à une pute. Oui, j'ai déjà vomi tellement j'ai bu de l'alcool. Oui, c'est pas bien, hein, faut jamais le faire. Mais en fait, c'est souvent parce que tu t'en rends pas compte. Ou alors parce que tu manges pas. Eh bien, on passe au questionnaire thune. Moi, je dépense en Uber, Bolt Taxi, en transport chaque mois. Ça dépend des mois. Il y a des mois où je suis plus sédentaire que d'autres. Mais généralement, c'est que du Paris intramuros. On va dire que je dois dépenser en VTC peut-être une centaine d'euros. Pareil, ça dépend. J'ai des périodes boulimiques dans l'année. C'est peut-être deux fois par an, je vais avoir une période boulimique où là, je vais avoir du mal à me réfréner. Parfois, je retourne même des articles. Par mois, ça dépend. En moyenne, on va dire 500 euros, 400, mais des fois, ça peut être 0 en vrai. Alors, l'article de mon dressing le plus cher, c'est un sac que j'ai acheté il y a un moment maintenant et figurez-vous que je ne l'ai jamais porté. C'est un truc de fou. Et j'en rêvais, c'était mon goal. C'est le Peekaboo de Fendi avec les collections Monster. Backbugs avec les yeux. Et je pense qu'il coûtait, à l'époque, il devait coûter 2750 euros. Et il est devenu beaucoup plus cher maintenant. Je crois qu'il est à 4003 aujourd'hui. Donc, si je le revends, en plus il est neuf, je pense que je gagnerai de l'argent dessus. Et en fringues, ça doit être une veste en jean Louis Vuitton, collaboration avec Suprême que j'avais réussi à avoir, que j'avais payé 1100 euros, que je n'ai jamais porté. Et qui en vaut aujourd'hui 46 000 euros sur eBay. C'est un truc de fou. Voilà. D'ailleurs, c'est une taille 46, c'est un peu petit. Mais je l'avais acheté en me disant que je sentais que ça allait prendre de la valeur. Ah bah j'ai beaucoup dépensé ces derniers temps parce que j'ai eu les travaux de mon appartement l'année dernière, donc forcément il a fallu le meubler, etc. Donc on va le mettre de côté. Mais en décoration par an, j'adore la déco, j'aime bien changer en plus de déco. Après je mets à la cave et puis je tolave, machin. En déco par an, je sais pas, 2-3 000 euros. Je vais très rarement au resto. Par contre, quand je vais au resto, j'aime bien me faire des bons restos. Donc, on va dire qu'en moyenne, ça doit être dans les... ça dépend. Mais en moyenne, c'est entre 45 et 75 euros le menu dans les restos dans lesquels j'aime bien aller. Courses au supermarché, ça va vite. C'est tellement cher les courses. Je pense qu'en course, ça doit correspondre à 600 euros par mois. Entre 5 et 600 euros d'alimentaire par mois. On passe au thème société. Ce que je pense de la police, heureusement qu'ils sont là, il faut qu'ils soient là, il faut qu'il y ait une police, mais je pense qu'il faut la réformer.
la police. Mais je suis qui en fait pour dire ça? Mais peut-être pas la réformer, voilà, je suis personne pour avoir un propos aussi radical, mais je pense que la police, non, ça fait trop saut 1990-2000. Quand tu vois que quand tu perds ton animal, il est considéré comme un objet dans leur système, ça va pas, c'est trop ancien, c'est archaïque. Quand tu vas porter plainte pour agression homophobe, qu'on te dit, parce qu'on t'a traité de sale que ta mère est une grosse pute qui a mis au monde un pédé, et que le flic te dit « Ah, mais vous êtes sûr que c'est à caractère homophobe? Pardon? Il vous faut quoi de plus, en fait ?» Donc, voilà, pour tout ça, après… En fait, le problème, c'est que ça dépend trop, la police, de sur qui tu tombes. Voilà. Il y a du ménage à faire, il y a du nettoyage. Inacceptable. Inacceptable. On a élu un homme politique qui a constitué son gouvernement, qui n'écoute pas les Français, qui s'en fout royalement, je crois que c'est le bon terme, de ce que pense, j'allais dire son public, de ce que pensent les Français. Voilà. Et je trouve ça inacceptable. En fait, il va tout le temps à l'encontre. Ça veut dire, quoi que vous pensiez, j'en ai rien à faire, je le ferai quand même. Alors, c'est un bon président en termes de communication. Et je pense, vous verrez que par la suite, une fois qu'il sera plus président, il fera certainement beaucoup de livres, beaucoup de conférences, beaucoup le tour du monde, voire même une émission. C'est, je sais pas. Emmanuel Macron, pour moi, c'est un entertainment man. Voilà. C'est le gouvernement de la communication. Voilà. Il devrait créer une école de communication pour moi, mais dans l'action, dans les faits, je le trouve assez méprisant. Mais le gouvernement n'a aucune conscience de l'urgence climatique. Ils font semblant d'avoir conscience de l'urgence climatique, encore une fois, en usant de techniques de communication pour faire semblant que ça les touche et faire semblant qu'ils sont dans l'action, mais ils sont dans l'inaction la plus totale. C'est pour ça qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées à l'encontre du gouvernement, plaintes que je soutiens énormément. En tout cas, peut-être pas, ce serait peut-être trop drastique de l'interdire tout de suite, mais la viande est l'industrie qui pollue le plus au monde. Je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui, renseignez-vous. Je vous invite à vous renseigner, vous comprendrez, vous verrez exactement de façon factuelle pourquoi la viande est l'industrie qui pollue le plus sur notre planète. Pour cette raison-là, en fait, je ne vois pas pourquoi on continuerait. Pour notre plaisir, pour votre plaisir, d'avoir un morceau de steak dans la bouche, au bout de la fourchette. Donc en fait, c'est juste un plaisir gustatif. Voilà. Et je les vois déjà venir, là, les viandards, en mode « Oui, mais c'est une culture, c'est la culture de ta mère. » D'accord? Donc stop. Au bout d'un moment, quand la planète elle est en danger, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui ne l'est pas? Manger de la viande, c'est pas utile. On passe au questionnaire luxe. Ah, Balenciaga. Je préfère Balenciaga. J'aime l'audace des coupes, j'aime l'histoire, parce que c'est une marque qui avait été créée par Cristobal Balenciaga. Beaucoup se sont inspirés de lui. Enfin bref, c'est une histoire incroyable et il est connu pour ses coupes, c'est pas ses asymétries, mais pour ses volumes et les matières qu'il utilise. Et je trouve ça incroyable, leur post Instagram et la façon dont ils mettent en scène leurs vêtements. Givenchy. Déjà, Chanel, ils font pas d'hommes. Et je préfère Givenchy parce que j'aime beaucoup l'histoire de Monsieur Hubert de Givenchy, qui est d'ailleurs décédé il y a quelques années seulement, qui a créé une maison de couture qui l'a rendu populaire en s'associant, malgré lui, c'était pas fait exprès, avec Audrey Hepburn, la grande actrice de l'époque, et il a pu rendre les tenues et la fameuse petite robe noire iconique grâce justement à son amitié développée avec Audrey Hepburn, et je trouve que c'est une superbe maison qui fait preuve d'audace, pour laquelle j'ai travaillé aussi. Aïe, c'est dur là. Oui, waouh. Alors, Charles de Vilmorin n'a pas de collection permanente, donc c'est beaucoup des capsules. Je rêverais d'avoir des pièces de Charles de Vilmorin, notamment des manteaux particuliers qui sont des œuvres d'art pour moi, avec des yeux, avec des nez, plein de couleurs. C'est des gros bombers comme ça. Ils sont extraordinaires. Ils sont sold out sur le site et ils ne les recommercialisent pas. Donc je dirais Jacquemus parce que Jacquemus, pour le coup, lui a des collections permanentes que tu peux acheter, que tu peux porter facilement.
mais c'est très compliqué. Hein. Oh, c'est dur là. Alors Courrèges, moi je portais du Courrèges avant même que la marque elle revienne et qu'elle soit devenue tendance et qu'elle soit popularisée sur les réseaux sociaux. Personne ne misait sur Courrèges, mais moi j'adorais cette maison pour l'histoire de cette maison parce que, bah voilà, faut le savoir, André Courrèges, c'est quand même le monsieur qui a inventé la mini-jupe en France. Et c'est quand même fou, je trouve. C'est une maison qui est remplie d'histoire et pour toutes ces raisons. Et puis ils ont une audace aussi, ils ont des coupes très droites, ils utilisent des matières qui à la base ne sont pas nobles, mais ils arrivent à avoir un rendu noble, je pense au vinyle, qui est souvent dénigré. Leur fameux blouson iconique héritage en vinyle, mais j'ai envie de dire quand même Saint-Laurent, parce qu'aujourd'hui ça s'appelle Saint-Laurent, ils ont enlevé le Yves, à part pour les cosmétiques, et Saint-Laurent pour moi c'était un boulimique du travail, un boulimique de la création, et j'aime les coupes, et j'aime ce que représente la maison, quoi. C'est sobre, c'est classique, c'est très cher, mais c'est tellement beau. Ah, je préfère Louis Vuitton. Goyard, c'est une très belle maison aussi, attention, hein. Mais je préfère Louis Vuitton. Pareil, j'ai le livre à la maison, voilà, parce que je m'intéresse beaucoup, moi. J'aime la mode, mais j'aime l'histoire, en fait, qui est à la mode, pas juste les vêtements. L'histoire du petit Vuitton qui a pris son baluchon pour monter à la capitale, qui a marché pendant des jours, qui a travaillé chez un maltier, puis qui a fini par créer sa propre marque, Louis Vuitton, en créant des malles. Et puis, quand tu sais qu'à la base, le logo, il était... enfin, le damier, il était à l'intérieur, et puis ils ont été tellement copiés qu'ils se sont dit qu'on va le mettre à l'extérieur, et puis quand ils l'ont mis à l'extérieur, ça a été encore plus copié, et puis après c'est le petit-fils qui a créé le fameux LV de partout, et puis après ils ont fait des collaborations avec Marc Jacobs, où ils ont créé le fameux logo multicolore, et puis, enfin bref, Vuitton, je trouve que c'est une maison pleine d'audace, mais en même temps trop portée. Je ne pourrais pas porter un sac Louis Vuitton monogrammé, je trouve ça un peu vulgaire. Désolé, pour ceux qui en ont, moi perso, je trouve que voilà, une fois qu'on connaît le milieu de la mode, une fois qu'on s'y intéresse vraiment, une fois qu'on aime les histoires, etc., les logos, de toute façon, par définition, c'est pas ce qu'il y a de plus chic. Je trouve. J'en portais beaucoup plus jeune, j'en porte encore parfois. Mais je m'éparpille, hein. Et ben merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi mon 50 questions, pour le coup. On se retrouve très bientôt, vous allez voir, je teste plein de nouveaux concepts, des nouvelles vidéos. Vous me faites vos retours, vous me dites ce que vous aimez moins. Quand c'est constructif, tout va toujours très bien. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime.